Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Grand soutien du président Faustin Archange Touadéra, la Russie est déterminée à renforcer sa coopération sur tous les plans avec le gouvernement centrafricain. Face à l'intensification des attaques des groupes rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement, la Russie a également décidé de renforcer sa coopération militaire avec Bangui. Mais quels sont les véritables enjeux autour du partenariat entre la Russie et la Centrafrique? Suivons maintenant le décryptage des enjeux de ce partenariat par le président Bondakani et d'autres analystes qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Et Fabrice Béor, justement, quand on étend les tentacules, on arrive en RCA. Et comme vous le disiez lors de votre prise de parole, parlant du Mali, et on parlait là des alternatives, vous campez et vous insistez sur cette alternative russe qui pour vous semble très importante quand il s'agit de diversifier les partenaires. Alors aujourd'hui, la RCA, et d'ailleurs on va changer l'intitulé, nous sommes déjà en RCA s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, la RCA fait face à des rebelles qui ont en face d'eux non seulement les forces armées centrafricaines, mais aussi les alliés russes. Et la Russie, plus que jamais, déterminée à aller jusqu'au bout de son engagement aux côtés du peuple centrafricain. Oui, il faut mettre ça en perspective. Souvent, on peut entendre ici et là des gens qui essayent de mettre au même niveau la Russie et les pays occidentaux, on va dire, le monde occidentalo-américanisé, en oubliant d'interroger l'histoire. Interroger l'histoire, c'est de constater que la Russie, l'URSS à l'époque, était au centre de la politique de soutien à la décolonisation. Je rappelle que beaucoup de mouvements qui ont permis à leur pays donc de sortir de cet état de fait étaient soutenus, en particulier à partir des années, la fin des années 50, par l'URSS. Je rappellerai que les premiers combattants de l'apartheid ont été formés sur une base en Crimée. Donc, et tout cela fait qu'aujourd'hui, la Russie, qui n'ayant jamais eu de colonie en Afrique, qui participait au mouvement de décolonisation, après la chute de l'URSS, aujourd'hui, la Russie revient sur la scène internationale, qui est donc sa place, à la place qui revient d'un point de vue géopolitique qui est la sienne, puisqu'elle est au centre de l'Eurasie, et l'Eurasie est un élément important dans on va dire, dans les rapports de force. Aujourd'hui, la Russie, en fait, revient en Afrique comme elle l'était hier à l'époque de l'URSS. À savoir, évidemment, elle défend ses intérêts, mais elle défend ses intérêts pour parler très clairement, en donnant des coups aux gens qui sont contre elle. Et aujourd'hui, en Centrafrique, on voit bien, on va parler aussi encore très clairement, elle met le paquet sur la Centrafrique. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé une équipe dirigeante avec lequel elle pouvait faire un deal, des partenaires qui avaient très bien compris et qui c'était aussi de toute façon dans leur volonté première de chercher des partenaires et pas un nouveau colon. Et en ce sens que c'est bien c'est en marge de l'ouverture de ce les Centrafricains qui combattent aujourd'hui. La présence militaire russe, c'est une présence en soutien à l'action militaire des forces armées donc de la République centrafricaine. Et comme il a été indiqué à Sochi à la fin de 2019, où nous étions ensemble, cher Bachir, vous vous en souvenez, la Russie, dans le cadre d'une intervention de Vladimir Poutine, avait indiqué au problème africain des solutions africaines. Nous tendons la main. Ceux qui effectivement l'acceptent tant mieux, mais nous ne forcerons jamais effectivement qui que ce soit à faire des accords avec nous. Et aujourd'hui, on voit bien en Centrafrique, l'intervention militaire russe en soutien aux forces armées de Centrafrique commence à porter ses fruits, puisque le but, c'est bien d'éliminer tous les groupes terroristes et mercenaires qui déstabilisent la région au profit de Paris, puisque c'est la réalité, il faut le dire. Moi qui suis français, je le dis. Et donc, on voit bien aujourd'hui que c'est, comme l'indiquait le camarade Luc Michel précédemment, que le huis clos France-africain est terminé, que aujourd'hui la Chine, et dans le cas précis pour la partie sécuritaire, la Russie est présente. Et c'est une bouffée d'oxygène pour les patriotes et les néo-africains afin de pouvoir reprendre en main simplement le destin, simplement reconstruire leur État, puisque la Centrafrique, ça est
c'était une catastrophe jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, on voit bien la tactique qui est mise en place et elle est très clairement établie. Ils ont sécurisé d'abord le président Touadéra. Pourquoi? Parce que simplement pour éviter qu'il soit assassiné. Secondement, ils ont équipé les forces centrafricaines, les FACA, dans le cadre de l'ONU, en respectant le droit international des armes, afin de pouvoir sécuriser au moins la capitale. Résistance au coup de force après les élections, donc des mercenaires de M. Bozizé. Et aujourd'hui, c'est simplement élimination étape par étape. Donc d'abord le corridor Bangui vers le Cameroun, et puis maintenant région par région, jusqu'à atteindre la souveraineté, la pacification totale du territoire de la République centrafricaine, ce qui permettra à ce moment-là au gouvernement d'étendre sa souveraineté sur tout son territoire et donc de commencer à gérer et surtout de pouvoir profiter des richesses immenses de son pays. Et en ce sens, pour résumer, pour conclure, pour pas être plus long, même s'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, le retour de la Russie en Afrique, c'est une opportunité pour les deux, pour l'Afrique et pour la Russie. Pour la Russie, parce que, comme je l'ai indiqué souvent, elle répond d'une manière asymétrique aux sanctions dont elle fait face, puisque l'Occident monte des sanctions. Avec Biden, il va encore avoir d'autres sanctions, comme sous Trump, il y avait encore d'autres sanctions. Au fur et à mesure, elles ne font qu'augmenter. Même si la Russie se tourne de plus en plus vers l'Asie avec le bloc eurasiatique et en particulier son partenaire chinois, il n'empêche que ça limite quand même des fois certains développements, potentiels de développement économique. Et donc la Russie ne veut pas répondre frontalement, puisque enfin c'est quand même l'OTAN, quoi qu'on en dise, et l'affrontement militaire, ce n'est pas la politique de la Russie, c'est toujours la dernière solution. Et donc, elle a toujours indiqué qu'elle répondrait d'une manière asymétrique. Et cette manière asymétrique, c'est aller chercher des alliés ailleurs, dans le cadre de l'axe Eurasie-Afrique, qu'avait élaboré il y a plusieurs années Luc Michel, et qui aujourd'hui, on le voit bien avec cette collaboration russe et la Centrafrique et d'autres pays. Le Soudan, ça a été indiqué, mais d'autres pays, tels que par exemple la Guinée équatoriale, qui a ouvert le port de Malabo à la flotte russe. Donc, on voit bien que la Russie trouve son intérêt, puisque en Afrique, c'est essentiellement évidemment la France et les États-Unis qui agissent, aussi l'Angleterre, l'Espagne, c'est moins important dans le cas précis. Et donc, elle y trouve son intérêt. Et les Africains trouvent leur intérêt tout simplement parce que comme il a été indiqué sur le plateau, et je ne peux que valider cette analyse, à savoir que face à une armée, quoi qu'on en dise de la France, qui est quand même importante, même si elle est orientée et cadrée pour une intervention africaine, et je suis pas sûr qu'en Europe elle ait des capacités aussi importantes dans une guerre, on va dire, classique comme les décennies précédentes, de ces différentes guerres en Europe, mais pour autant c'est quand même une puissance militaire importante, et face à une puissance militaire importante, il faut mettre en face d'elle une puissance militaire importante, et la Russie est celle-ci. La Russie, n'ayant aucune volonté de colonisation, elle trouve déjà son intérêt simplement en tapant d'une manière asymétrique sur les pays du NATO-land qui lui font face et qui empêchent son développement économique, qui essayent d'empêcher son développement économique. Voilà, c'est ce qu'on appelle véritablement un accord gagnant-gagnant, sans qu'il y ait anguille sous roche, puisque tout a été dit clairement, non seulement à Sochi, et tout est dit en général assez clairement d'un point de vue diplomatique. Et je terminerai là-dessus. Il n'est pas un hasard que le conseiller de sécurité pour le président Touadéra soit aussi un diplomate russe. Posez-vous la question, pourquoi il est à ce poste? Et bien sûr, on se pose la question, pourquoi pas, Fabrice? Merci pour cette perche que vous nous tendez. Justement, Luc Michel, pourquoi ne pas intervenir à partir justement de la chute de Fabrice Béor? Quand on parle des diplomates, on se souvient aussi qu'il y a quelques jours, l'ambassadeur russe à Bangui, qui déclarait, qui appelait plutôt les rebelles à livrer tout simplement leurs leaders, que ce soit ceux de l'UPC, MPC, les 3R, ou tout simplement la CPC en elle-même, les livrer à la justice. Sinon, les combats poursuivraient jusqu'à la victoire finale des loyalistes. Alors, est-ce qu'il faut prendre cela comme un ultimatum? C'est pas seulement l'ambassadeur russe à Bamako qui dit ça.
c'est justement Vladimir Zakharov. Là, je vais reprendre mon ami Fabrice, mais qui n'est pas un ancien diplomate. C'est un ancien officier supérieur du KGB et du FSB. C'est un spécialiste des questions de sécurité et de l'Afrique. Il a déclaré, c'est les propos qui étaient repris par l'ambassadeur russe, que la seule solution, c'était pour les gens des groupes armés de se rendre, de livrer leurs dirigeants, je le cite, menottés, ou d'être anéantis. Quel est le plan de la Russie en Centrafrique? La Russie, c'est ce que moi je dis depuis des années, elle dit qu'il n'y a pas de solution négociée, que les groupes armés ont déprouvé qu'ils ne respectaient pas les accords de Khartoum et que donc la solution était militaire. La solution, c'est nettoyer le pays, annihiler les groupes armés. Une fois le pays ayant recouvré sa domination et sa souveraineté sur tout le territoire, il n'y a plus de justification à la présence de la MINUSMA, il n'y a plus de justification aux embargos sur les armes et les diamants, c'est le rétablissement de la République centrafricaine. Les Russes laissent même entendre dans la coulisse qu'avec les diamants vendus par Bangui, Bangui pourrait même s'offrir une aviation de combat et des hélicoptères de combat, ce qui lui a toujours manqué dans la guerre civile ouverte à suite de l'intervention française à partir de 2013. Mais pourquoi est-ce que les Russes font toutes ces déclarations? Pourquoi est-ce qu'ils présentent des notes diplomatiques sous forme d'ultimatum? L'ambassadeur russe, Vladimir Poutine, qui s'est exprimé là-dessus, Vladimir Zakharov, qui est le conseiller à la sécurité du président Touadéra, tout simplement parce que les Occidentaux ont perdu à la fin du mois de décembre et au mois de janvier une première bataille. Touadéra a été réélu, il a une légitimité et les groupes armés ont été défaits alors que les Français pensaient qu'il allait s'emparer de Bangui en quelques jours. À partir de ce moment-là, les Occidentaux ont mobilisé leur soutien diplomatique en Afrique et ils tentent un piège diplomatique à Touadéra. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les dirigeants de la CEAC et en particulier une sous-commission de la CEAC. La CEAC, c'est pas du tout une organisation au service de l'Afrique, c'est comme la CEDEAO, une organisation au service des Occidentaux. Que voudrait la CEAC? C'est qu'on organise des négociations à Luanda en Angola et qu'on ramène à la table de négociation les dirigeants des groupes armés, en particulier Bozizé, et que Touadéra réintroduise ces gens dans l'État centrafricain qui négocient avec des putschistes réprimés par les lois internationales, qui s'asseyent à la table de négociation avec un Bozizé qui est un criminel de guerre recherché par l'ONU et la CPI. C'est cela qui ne va pas. Pourquoi est-ce que les dirigeants africains de la CEAC font ça? Simplement, au sein de la CEAC, il y a des alliés de Touadéra, les Burundais par exemple. Mais il y a des alliés de l'Occident. Il y a le président Tshisekedi, qui est, comme le dirigeant de Abdallah Hamdok au Soudan, qui est un membre de l'Atlantic Council soumis à celle-ci, qui l'a mentoré pendant toute sa carrière. Il y a le président angolais, Lourenço. Si on m'a reproché sur un plateau d'Afrique Média, un panéliste, je ne le citerai pas, mais de ne pas connaître mon dossier, et qui me disait que l'Angola était le partenaire stratégique de la Russie. C'était vrai sous Dos Santos, ce n'est plus vrai sous Lourenço. J'ai depuis publié tous les éléments du dossier. Lourenço, sa femme, elle a fait carrière 15 ans à la Banque mondiale aux États-Unis. La fille de Lourenço, elle va en avion privé accoucher en Californie. La femme de Lourenço, lorsqu'elle est malade, elle est exfiltrée par les Français et les Américains à l'hôpital américain de Paris. Et enfin, le couple Lourenço est propriétaire, les Africains doivent le savoir, d'une villa de luxe en Californie. Ce sont des gens qui ont des fils à la patte, comme on dit, et qui sont prisonniers de l'orbite américaine. Voilà donc les gens qui, activés par le Quai d'Orsay, Lourenço est proche de la France, du Portugal et des États-Unis, c'est-à-dire de 3 pays membres de l'OTAN. Tous ces gens voudraient piéger Touadéra. C'est contre cela que s'est insurgé les Russes. Les Russes ont dit ça ne se fera pas.
nous sommes contre ces négociations. Pour nous, la solution est militaire. Nous allons détruire les groupes armés et c'est ce qui est en place. Vous avez vu qu'on reprend les villes de Centrafrique les unes après les autres. La semaine passée, 2 jours avant les déclarations de Vladimir Zakharov, il y a une colonne mobile des rebelles qui était interceptée par les Russes. Elle a été littéralement vitrifiée, détruite. Il y a quelques jours, le peuple, la population centrafricaine a livré à Bangui un des chefs de la CPC, son porte-parole qui est un chef de guerre du nom de Sabon. C'est ça la réalité centrafricaine. Le président Touadéra l'a dit, le temps n'est plus aujourd'hui aux négociations. La Centrafrique est en guerre. Cette guerre avec la Russie, Bangui va la gagner. Cet optimisme que l'on aime bien, Dr Basilika, la solution est-elle exclusivement, essentiellement militaire, puisque bon, la Russie semble, du moins si l'on s'en tient aux dernières déclarations, semble déterminée sur cette voie, la voie militaire. Écoutez Bachir, on ne peut pas, et c'est mon point de vue, et ce que je dis là pour la Centrafrique, je le pense également pour mon pays, le Cameroun. On ne peut pas, on ne devrait pas négocier avec des gens qui prennent les armes contre leurs propres concitoyens. Quand on n'est pas d'accord, on s'abstient de voter, ou on vote contre un pouvoir, ou en tout état de cause, on manifeste. On n'est plus sous l'époque coloniale où la moindre opposition, à la moindre opposition, on était pendu. Non. Il ne faut surtout pas négocier avec les terroristes. Parce qu'on a entendu au Cameroun, et vous me permettrez d'ouvrir cette parenthèse pour mon pays, on a entendu au Cameroun dire « Ah ben, le gouvernement n'a pas réagi aux revendications des gens, c'est ce qui leur donne le droit de prendre les armes pour détruire les infrastructures publiques, pour assassiner des citoyens ». Eh bien moi je dis non. Dans une même famille, il n'y a pas de guerre qui se tienne. Dans une même patrie, il n'y a pas de guerre qui se tienne. Quand j'ai dit ça, Bachir, maintenant pour répondre à ta question, je dis ceci. Vous savez, entre États, c'est d'abord les intérêts et ensuite, s'il y a de la place, un peu de sentiment. Vous savez, M. Poutine est en train de tirer déjà le profit de son action en Afrique. Souvenez-vous, Bachir, il y a 2-3 ans, à Paris, on traitait M. Poutine de dictateur des tropiques. On disait que ce n'est pas un homme recommandable. Comment quelqu'un qui avait été président de la République réussit à se faire réélire? Pour l'Occident, c'était le péché capital. Eh bien, aujourd'hui, M. Macron a déjà été à Moscou au moins 3 fois. Hein, les fois où moi j'ai suivi. Et je ne parle pas de la démocratie souterraine. Donc, M. Poutine est en train de tirer profit de son intervention en Afrique. C'est donc, dans cette affaire-là, d'abord l'intérêt de la Russie, parce que la Russie a été la seconde puissance mondiale du temps où c'était l'URSS. Elle était reconnue pour telle et respectée comme telle. Et puis, après la destruction de l'Empire soviétique, après la destruction du communisme, certains se sont mis à rêver à Washington ou ailleurs de faire de la Russie 5 États différents et de la Chine davantage encore. Eh bien, aujourd'hui, grâce à son intervention en Afrique, M. Macron court à Moscou dire s'il te plaît, est-ce que tu ne pourrais pas, est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre entre blancs, parce que après tout ce sont des nègres et de toute manière, nous, l'Afrique, ce qui compte, ce n'est pas les individus qu'il y a là-bas. Non, non, la Russie est en train de tirer profit de cette action-là. Et bien évidemment, nous autres Africains, nous devons nous organiser pour tirer également profit, parce que
Nous sommes des hommes comme les autres et il n'y a pas de raison que ce soit par pitié, par compassion que l'on vienne en Afrique parce que tel maltraite les Africains, eh bien, on va aller à leur aide. Non, il s'agit de faire des Africains des États modernes, des États capables de se protéger eux-mêmes. Et à ce moment-là, les relations avec l'Afrique vont devenir des relations de niveau humain et dans l'intérêt de toute l'humanité. Donc, au président Touadéra, si je puis me permettre, c'est de lui dire, il ne faut pas se laisser aveugler par les bienfaits de l'intervention russe. Au contraire, il faut en tirer profit pour amener le président Poutine et les Russes à t'accepter comme un chef d'État légitime d'un pays légitimement établi, négocier d'égal à égal. Nous avons d'énormes richesses à partager avec le reste de l'humanité, mais ce partage-là, il doit être un partage équitable, de telle manière que l'homme, tout l'homme, où qu'il se trouve sur cette planète, ne devienne plus la propriété d'un autre homme. Et c'est ce que M. Macron et ses mandants veulent faire. Non, nous voulons une Afrique libre et capable de négocier d'égal à égal avec les autres peuples de la planète dans l'intérêt de l'espèce humaine. Nous ne voulons pas que les richesses africaines permettent à quelques-uns de prendre de l'uranium gratuitement, de gagner des milliards par-dessus, et au lieu même de laisser ces Africains en paix, de les soulever les uns contre les autres pour qu'ils s'entretuent. Ceux-là, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et avec le président Poutine, vous devez négocier que l'Afrique, ce sera toujours avec les Africains ou rien. Merci, Dr Basiliki. Président Bandakane. À la suite des brillants analyses géopolitiques, on a eu des tableaux géopolitiques d'un niveau très élevé tout à l'heure. Oui. J'ai apprécié l'excellente analyse de mon ami Fabrice Béor et de Luc Michel, le docteur Basiliki, le professeur Basiliki, il vient de clôturer. Je voudrais à la suite simplement dire deux ou trois choses, Bachir. D'abord, il faut bien mesurer la portée de la position russe manifestée par M. le conseiller en charge de la sécurité du président Touadéra et repris par l'ambassadeur russe, mon cher Bachir. Lui, Michel a balisé le chemin, Fabrice Béor aussi, Dr Basiliki aussi, mais de manière fondamentale, il faut approfondir l'analyse de la position russe actuellement. D'abord, il y a des contradictions dans le monde en matière géopolitique, concrètes et objectives, qui permettent de dégager le possible géopolitique à moyen, à court, moyen et long terme. Ces contradictions, il y a d'abord la contradiction Chine-USA, qui est fondamentale. Quand vous voyez l'extraordinaire développement économique de la Chine, et le niveau où la Chine a atteint sur le plan économique, et que vous interprétez aujourd'hui les relations qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, c'est carrément des relations de guerre, c'est la guerre. Oui. Parce que les Chinois, la Chine, quand je dis la Chine, il y a le parti communiste chinois, c'est-à-dire il y a le globaliste chinois, il y a les nationalistes chinois, mais ça c'est une contradiction interne à la Chine, mais la Chine, parlons comme ça, pour le langage usuel, la Chine a pratiquement acheté les États-Unis. Vous comprenez? Et ça fait donc que les patriotes américains sont quasiment en guerre contre la Chine. C'est une contradiction darwinienne à la limite. Elle est darwinienne parce que c'est une affaire de vie ou de mort en matière de rapport de puissance. Donc ça fait que cette contradiction-là, n'est-ce pas, travaille le champ géopolitique mondial de manière forte. Ça permet à un pays comme la Russie de dessiner son boulevard géopolitique à lui et de la dessiner avec une certaine aisance, alors avec une certaine aisance qui n'aurait pas été possible hier. Donc il y a ça. Lui, Michel vous a bien expliqué, c'est François d'ailleurs qui explique très bien pourquoi la Russie vient en Afrique. Il a très bien expliqué parce que les sanctions, ça c'est une autre contradiction maintenant de cette géopolitique mondiale, c'est que les Occidentaux, l'OTAN, n'est-ce pas, considèrent la Russie comme un ennemi à détruire. Il faut détruire l'État russe et de sanction en sanction, n'est-ce pas, il est question d'asphyxier la Russie. Alors, hier, n'est-ce pas,
c'était très possible lorsqu'il y avait une certaine unité dans le camp globaliste mondial. Mais comme je vous l'ai dit, cette unité est quasi détruite, n'est-ce pas, à cause de la rivalité Chine-américaine. Mais depuis même, des fissures ont commencé même depuis au moins 10-15 ans, on l'a vu avec l'engagement russe en Syrie et les résultats qui s'en sont suivis. Donc du coup, la Russie n'a pas d'autre choix pour sa propre survie, n'est-ce pas, que d'avoir une géopolitique globale qu'elle doit opposer, n'est-ce pas, à ces globalistes-là, mon cher Bachir. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'il faut répondre à ces Africains pro-français, n'est-ce pas, qui disent que non, la Russie c'est un nouveau maître, on ne parle pas d'un maître à un autre maître. Bon, considérons, Bachir, que le discours est vrai. Ça veut dire que bon, on aura au moins 2 mètres. 2 mètres, c'est le choix. Quand tu as 1 mètre, tu n'as pas le choix. Vous comprenez ça? Oui. Même dans leur discours là, ils n'ont pas raison. Comprendre leur discours là. Donc, il y en a 1 mètre. Maintenant, on a 2 mètres, on a le choix. Quand tu as 1 mètre, tu n'as pas le choix, mon cher Bachir. Oh, ce n'est pas ça. Fabrice Béol a rappelé toute l'histoire de la Russie. Toute l'histoire de la Russie, les intérêts nationaux russes la mettent du côté des Africains et des peuples, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, sous la férule de l'impérialisme occidental. Oui. Ça, c'est l'histoire russe qui démontre ça. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier. Donc, il y a une convergence géopolitique d'intérêts naturels entre la Russie et les pays africains. Et c'est clair et net, parce que les pays africains, leur problème, ce sont les Occidentaux, par le biais de la France, sous-traitant de tout le bloc occidental. N'est-ce pas? C'est clair et net. Donc, la Russie, qui elle-même bagarre avec ces gens-là, et nous, c'est une convergence, on appelle ça objective, mon cher Bachir. Vous voulez qu'on crache dessus? Vous voulez qu'on crache dessus parce que les gens sont en train de faire du cinéma? J'aime rappeler ici que quand la Centrafrique, ce pays-là souffre le martyre, les Africains ont fait quoi? J'aime rappeler que s'il n'y a pas la présence russe, par exemple, Ouattara n'aurait pas été élu. Et voilà un patriote, n'est-ce pas, qui aurait ciblé le sol des autres patriotes africains. Et après, une certaine opinion viendra m'avarder pour accuser le président. Voilà un président patriote qui veut sauver son pays. Les Africains font quoi? On fait quoi? Bon, les Africains, les pays de la sous-région ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais on voit bien que ces pays de la sous-région eux-mêmes sont dans des combats pour stabiliser leur pays, qui sont déstabilisés par les ennemis de la Centrafrique, les mêmes gens, le M. Bachir. Donc, la venue de la Russie, je dis, mais c'est une main même divine. Permettez-moi l'expression, Bachir. C'est une main divine, la présence de la Russie. L'arrivée de la Russie, mais c'est une bouffée d'oxygène géopolitique à nul être pareil, M. Bachir. Il ne faut pas que les gens viennent nous complexer de gauche à droite en faisant des discours pour dire qu'on parle d'un maître à un autre. Laissez ça à M. Le Drian. Il joue à l'apprenti Focard, il faut laisser, ça n'ira nulle part. Maintenant, lui, Michel a parlé du piège de la CEAC. Oui. Un autre argument, tout à l'heure, je vous ai parlé de la contradiction USA-Chine. Oui. Vous comprenez? Mais cette contradiction de façon concrète, n'est-ce pas, est encore plus favorable à la Russie et aux pays africains parce que c'est sûr clair, il faut le tailler ces rebelles-là jusqu'au choc. Il faut plus qu'il y ait un seul rebelle en Centrafrique, mon cher Bachir. Il faut en finir pour que cette région respire. Et alors, la France, n'est-ce pas, les Occidentaux croient donc qu'en face de la Russie, s'il y a un bloc qui réunit la France, l'Angola, lui, Michel a bien démontré le caractère, la trahison de M. Lorenzo, mais ça n'ira nulle part. Parce qu'il est en train de se dresser tous les patriotes angolais, les vétérans de la guerre. Il est en train de se dresser ces gens-là. Il ne s'en sortira pas, mon cher Bachir. Les Français pensent que, n'est-ce pas, s'ils ont avec ce traître-là, et ils ont avec un deuxième traître qui s'appelle Monsieur le Président Tshisekedi, il faut le dire, ils pensent qu'avec tout ça, n'est-ce pas, ils peuvent avoir un bloc, n'est-ce pas, qui peut tenir tête à la Russie. Mais eh bien, ça ne marche pas. Parce que même ces traîtres-là, ils n'ont pas en réalité le contrôle de leur pays. Ils n'ont pas. Peut-être que Tshisekedi a beau faire le cinéma qu'il fait avec l'ancien président Kabila là. Il n'a pas le contrôle de la RDC dans la main. Il n'a pas. Il cherche à avoir, il n'a pas. Il bâtit des alliances hétéroclites qui ne reposent sur rien. Ce sont des fausses alliances. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir sérieusement. Monsieur Lorenzo d'Angola, on vous a dit, ça ne repose sur rien parce que l'histoire, le MPLA en Angola, c'est quand même un parti historique, Bachir. C'est un parti historique, quoi qu'on dise, qui a quand même encore des racines dans ce pays. Et le parti ne va pas laisser, n'est-ce pas, qu'un monsieur comme ça, qui on a confié, n'est-ce pas, une succession, se comporte comme ça, mon cher Bachir. Donc, les positions sont claires. Et quand on regarde le tableau au jour le jour, nous sommes heureux de voir que, n'est-ce pas, la présence russe en Afrique centrale nous permet de respirer sur le plan militaire et géopolitique pour en finir avec les poches de rébellion, mon cher Bachir. Quand on va finir avec ces rebelles-là, ben, vous voyez que nous, en Cameroun, on fait comment? On est content, hein?
Ah oui. Monsieur Bachir, on est content parce que le Cameroun s'enlève un certain poids qui pèse sur le dos de ce pays, qui est dans une responsabilité du fait de sa position en Afrique centrale, qu'on ne voulait pas d'assumer des responsabilités sous-régionales, mon cher Bachir. Quand vous avez la présence russe qui est là, ça va faire respirer un peu le Cameroun. Voilà. Merci, Président Bandakani. Alors, pour permettre un bon confort assis à notre cher Jules Ndiaoui qui nous a rejoint. Oui, en tout cas, Jules Ndiaoui. Il n'est pas là en tant que conseiller. Je crois bien. On retournera vers lui tout à l'heure. Je voudrais retourner rapidement vers Fabrice Béor qui voudrait ajouter quelque chose de très important, mais dit-il. Fabrice, vous avez la parole. Merci. Alors, je ne sais pas si ça va être très important, mais c'est en tout cas une analogie que je veux faire. Pour comprendre comment les Russes agissent et quels sont leurs comment ils sont formatés, allons-nous dire. Je ferai cette analogie parce que je me rappelle, ça commence en Syrie, c'est très rapide, rassurez-vous. C'est en Syrie, il y avait un pool de journalistes qui était amené sur la ville de Palmyre, libérer des djihadistes de Daesh. Et vous avez un petit journaliste d'un Parisien habituel qui était là et qui pose des questions provocatrices à l'officier russe qui les encadrait, en parlant qu'il bombardait évidemment le truc classique, les civils, etc., etc., et que dans les rebelles, il y en avait certains avec qui on pouvait discuter, et c'est un général, je crois, le général russe répondait: écoutez, ici, je suis pas votre jouet, c'est pas une cour de récréation. Je ne fais pas de différence comme vous entre les terroristes, je suis ici pour faire la guerre. Eh ben, en Centrafrique, c'est exactement la même chose. La chance à la paix a été donnée avec les accords de Khartoum. Il n'y a pas eu de partenaire valable pour les respecter, tout du moins pour la plus grande partie. Aujourd'hui, on est sur une situation de réduction militaire d'un problème militaire. Et par rapport à cela, une fois que l'État centrafricain sera rétabli dans sa totale souveraineté, j'imagine très bien, mais c'est pas du tout l'affaire de la Russie, qu'il pourra avoir avec ceux qui n'ont pas de sang sur les mains des réconciliations pour que toute la famille centrafricaine puisse reconstruire l'État et leur pays. Telle est la position russe, tel est le comportement russe et tel est en général le caractère russe. Quand on fait quelque chose, on y va, on le fait ou on le fait pas. Je l'ai fait à moitié. Un petit bonsoir tout simplement, puisqu'on est à une vingtaine de minutes malheureusement de la fin de l'émission et nous parlons de cet engagement russe, la Russie qui est résolue à aller jusqu'au bout à travers les actions militaires, je précise bien sûr les actions militaires sur le terrain, appelant de facto les rebelles à livrer leurs leaders. C'est la seule solution qui s'offre à eux. Oui Bachir, avant de répondre à votre question, j'aimerais observer une minute de silence pour notre frère et confrère cher panéliste Noah Sadio. Merci. Bachir, ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique est une démonstration de la nouvelle norme de la géostratégie. C'est ce qu'il faut comprendre. Les Africains se sont laissés emporter par les mêmes disques, les mêmes méthodes, les mêmes mécanismes depuis la fin des les indépendances. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est arrivé dans la stratosphère politique, un mathématicien qui est arrivé et qui, plutôt que de faire de l'algèbre, les mathématiques algébriques, a développé, a mis en application la théorie de la mathématique quantique. Et vous voyez que même quand on remonte dans l'histoire des sciences, nos amis occidentaux, notamment ceux de Paris, n'ont jamais été forts dans la mathématique quantique. Les grands théoriciens de la mathématique quantique ont toujours été des Allemands, des Russes, des Hollandais et autres. Donc, les Danois. Vous voyez donc que dans ce développement de la théorie, de cette théorie mathématique, les gars se sont perdus au niveau du Quai d'Orsay. Vraiment, ils se sont perdus. C'était pas de l'algèbre.
Et c'est ça la complexité de la méthode qui a été implémentée en Centrafrique. Lorsque le président Touadéra a commencé à tendre la main pour la négociation, vous savez comment on l'a appelé? Le dormeur. Mais il était conscient qu'il n'avait pas les moyens de sa politique. Il a négocié les accords avec les Russes en 2017. Les formations ont commencé. Il a négocié les accords avec le Rwanda en 2018. Les formations se sont accentuées. Entre 2016, déjà en arrivant en 2016, il a tout fait pour que certains pays de la CEMAC, tels que le Cameroun, la Guinée équatoriale, prennent en formation certains militaires. Mais maintenant, quand ces militaires sont sortis, ils sont rentrés en Centrafrique. Sous le poids de l'embargo, il n'y avait pas d'armes. Donc, ils ne pouvaient pas exercer. C'est ici un des pans de la théorie quantique qui va permettre de développer une équation qui va amener les alliés à soutenir l'armée. C'est une armée qui n'est pas armée, qui n'a pas d'armes. Vous avez des hommes formés. Jusqu'en 2019-2020, on a formé plus d'1 millier de soldats militaires, mais le problème de l'embargo empêche les militaires centrafricains de détenir les armes. Et qu'est-ce que le mathématicien va faire? Il va actionner ces accords de défense avec la Russie et le Rwanda et d'autres pays, le Burundi et autres. Il va actionner parce que la RCA a beaucoup d'accords militaires avec beaucoup de pays, ça les gens ne le savent pas, y compris avec la Chine et la Corée. Donc ne soyez pas surpris que demain la Chine entre en guerre aux côtés des forces loyalistes. Ne soyez pas surpris que la Corée arrive. Ne soyez pas surpris que le Japon arrive. C'est des accords qui ont été négociés il y a 20, 30, 40 ans. Donc aujourd'hui, moi je suis gêné lorsqu'on essaye de faire un procès à ces accords. C'est simplement appuyer sur un bouton, avoir le courage d'appuyer sur un bouton qui est là. C'est ce qu'il a fait. Et donc, lorsqu'ils arrivent, vous voyez, c'est des instructeurs. C'est des instructeurs russes. C'est des instructeurs russes qui accompagnent des forces, des éléments formés. Mais comme ces éléments n'ont pas d'armes, et qu'il y a un embargo qui plane sur l'armée centrafricaine, les instructeurs, les Russes viennent, on utilise donc les armes des instructeurs russes, puisque les Russes, eux, ils n'ont pas d'embargo sur la tête. Vous voyez, c'est ça, ce n'est pas de l'algèbre. Ça, c'est la quantique. C'est-à-dire contourner le problème et trouver la solution idoine. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, il faut reconnaître une chose aujourd'hui. C'est que le président Touadéra a replacé le Centrafrique au cœur de la géostratégie internationale. Et ce replacement est bénéfique pour l'Afrique. C'est un nouvel ordre panafricaniste qui est en train de s'établir aujourd'hui en Centrafrique. D'ailleurs, vous voyez, ça s'est manifesté. Vous voyez, aujourd'hui, les Américains sont où? On parle depuis de la RCA, vous n'entendez pas parler des Américains. Pourquoi? Parce que la stratégie développée par le mathématicien de Bangui a obligé même les États-Unis à revoir leur copie stratégie, qui d'antan consistait à faire sous-traiter sa diplomatie de la sous-région à un pays. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont décidé de reprendre les manettes. De reprendre les manettes de leur stratégie, de leur diplomatie. C'est important. C'est important. Il y a une nouvelle histoire qui est en train, une histoire nouvelle qui est en train de s'écrire en Centrafrique, à partir de la Centrafrique, du Centrafrique. Les gens ils pensent que c'est des jeux, c'est pas dans un jeu. C'est pas un jeu, Bachir. Les peuples d'Afrique ont enfin compris qu'il était temps de prendre le contrôle des choses. Mais regardez cette semaine en N'Djamena. Vous avez vu la cargaison d'armes destinées à Abaka Sabon qui a été interceptée à la frontière sud du Tchad par les services de renseignement, de la direction de renseignement militaire. Mais pour ceux qui disent que nous sommes des crieurs, des aboyeurs, d'accord, mais vous voyez qu'à force d'aboyer, ça porte ses fruits. Aujourd'hui, les autorités tchadiennes ont compris le cri, les pleurs d'Afrique Média, les pleurs des panafricanistes. Ils se sont mis au travail et ça n'a pas attendu un mois. Quelques jours seulement, les résultats sont là. Moins d'une semaine. Les résultats sont là, moins d'une semaine. Les résultats sont là. Vous voyez donc que si l'Afrique se met, si l'Afrique crée des synergies, les résultats seront
très probants. Et je vous assure que l'Afrique va faire des surprises. L'Afrique fera des surprises. Et donc, c'était simplement pour illustrer la nouvelle stratégie implémentée par cette renaissance panafricaniste qui est en train de se faire du côté de la RCA. Et donc, à tout seigneur, tout honneur. Il est simplement question aujourd'hui, et je vais revenir dessus, je vais insister dessus, les forces endogènes, mes frères. Nous devons combattre les forces endogènes sans arrêt et sans exception. Ce sont celles-là qui donnent la force et qui nourrissent les forces exogènes. Nous devons les combattre sans exception. Vous vous rendez compte qu'en Centrafrique, l'armée centrafricaine va, depuis 15 jours, va de prouesse en prouesse. La deuxième ville, plus grande ville de Centrafrique, vient d'être libérée, Bambari. Bambari est libérée depuis 4 jours. Tous les rebelles soudanais, les mercenaires soudanais ont fui. Beaucoup ont été tués, beaucoup se sont été arrêtés et d'autres ont fui. Ils sont pourchassés par les forces loyalistes. Mais jusqu'ici, je n'ai entendu aucune motion de soutien à l'armée venant de Karim Ekassoa, opposant, venant de Anissé de Logele, opposant, venant de Tiangaï, opposant, ou même des Igélé. Alors, qu'est-ce que ce silence laisse entrevoir? Ce silence confirme au sein de la population simplement que ces partis politiques sont de connivence avec la rébellion CPC. Parce que croyez-moi, lorsque un État est attaqué et que son armée monte au créneau, on fait taire les dissensions ou les problèmes politiques. On soutient la République parce que les enfants qui se battent, ils se battent pour une cause noble et juste. Ils veulent libérer un pays qui est envahi par des groupes armés et des mercenaires. Et lorsque l'opposition reste silencieuse à cette démarche qui mérite d'être applaudie, qui mérite d'être ovationnée, qui mérite d'être accompagnée par toutes les couches populaires, ça pose un problème d'appréhension. On finit par croire que l'opposition centrafricaine est une de ces forces endogènes qui empêchent la République centrafricaine de renaître, d'appliquer la politique de la renaissance. Et donc, si tel est le cas, ces derniers seront traités avec la force, la violence qui s'impose au traitement de ce type de personnes, des traîtres. Merci Jules Ndiaye. Voilà, on n'a plus que 10 minutes. Alors, je prends un seul appel malheureusement. Hein, c'est ce qu'on va faire. Je voulais en prendre quelques-uns. On va prendre un seul appel et revenir donner 1 minute à chacun pour refermer cette édition. Eh bien, c'est Delphin qui est au bout du fil. C'est ça? D'accord, Delphin. Vous avez la parole, très cher ami. Bonsoir. Cher frère Bachir, je t'ai entendu le dire à plusieurs reprises. Donc, on est en fin d'émission. Je vais essayer de gagner en temps. Donc, je salue l'ensemble de mes frères sur le plateau. Vous m'avez reconnu. Bachir m'a annoncé, c'est Delphin de Gitega. Je n'oublie pas non plus nos chers et estimés frères africains blancs, Monsieur Luc Michel et Monsieur Béor. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été développé et pour mettre de l'eau au moulin des uns et des autres, je tiens à apporter ici une information off. Tout le monde sait que j'ai mes entrées dans divers organes de la CEAC et actuellement il y a une réunion au plus haut sommet. Bien sûr, elle est en off pour des questions tactiques. Mais notamment le Burundi, Luc Michel a eu à m'emboîter le pas, le Burundi et d'autres États, disons, plus sérieux que l'Angola et la RDC n'ont pas beaucoup apprécié ce que donc le sous-organe qu'a mentionné Monsieur Luc Michel, c'est-à-dire la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, en abrégé CIRGL. Donc tout est fait pour le neutraliser, le prendre en étau, si je puis prendre une image entre donc des États comme le Burundi et le Rwanda, et de l'autre côté la Russie. Donc pour me résumer, je dirais que à Bangui, disons que les puissances sous-régionales et les puissances
planétaires qui tiennent le pays, c'est-à-dire d'un côté le Burundi, le Rwanda essentiellement, et de l'autre côté la Russie et la Chine, et bien sûr le très émérite président Touadéra ne joue plus du tout. Donc c'est la politique qui est appliquée par la Russie ou le Burundi qui est mise sur le terrain, et mon cher frère Jules Ndiaye vient de le dire, nous allons les liquider, tous ces nègres de maison. Il n'y a plus l'heure de discuter, de discutailler, parce que, comme je l'ai dit hier soir, ce sont des chevaux de Troie desquels se sert l'Élysée pour déstabiliser constamment ce pays et la sous-région. Et donc, je sortirai, moi aussi, si vous me le permettez, mon cher Bachir, en adressant mes condoléances attristées à la famille de l'aîné Noah Sadio, avec lequel j'avais eu l'opportunité de partager le plateau il y a 2 ans. À l'époque, j'avais été invité pour expliquer le bilan de l'ex-président Nkurunziza et des élections qui allaient amener à la tête du pays son successeur, Ndayishimiye. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser plus longtemps le micro. Le combat continue. Afrique Média, le monde c'est nous. Delphin, pour votre appel depuis Gitega au Burundi. Messieurs, on donnera 1 minute à chacun pour le dernier tour de table. Et comme toujours, nous commençons par vous, très cher Luc Michel. Vous avez la parole. Écoutez, ce qui est en train de se passer en Centrafrique, j'insiste toujours dessus, c'est l'épicentre d'une grande confrontation qui va du golfe de Syrie jusqu'au golfe de Guinée. C'est l'arrivée de la Russie qui a changé le paysage géopolitique. Autrement, on serait toujours, comme l'espéraient les Américains, au sommet USA, Afrique-USA, African Leader à Washington en août 14, ils imaginaient que la recolonisation de l'Afrique, c'était une simple question d'organisation, de révolution de couleur. Les Russes sont arrivés à partir de précisément cette année 2015, et ce n'est pas un hasard, ils ont changé toute la donne géopolitique dans cette zone-là et aussi dans la Corne de l'Afrique. Nous voyons de nouveaux pays se rallier au néo-panafricanisme, par exemple l'Éthiopie qui est agressée de tous bords actuellement. Il faut savoir que de la victoire ou de la défaite de Touadéra et de la Russie en Centrafrique va défendre la continuation du néo-panafricanisme ou pas. C'est un combat essentiel qui réclame notre mobilisation. Il ne faut pas avoir de réserve. Il ne faut pas dire « je salue ceux qui viennent même malades sur ces plateaux ». Il ne faut pas dire « je suis fatigué ou malade » parce que ce qui se joue actuellement, c'est le destin de l'Afrique. Merci à vous, Luc Michel, et vos salutations à l'endroit de ceux qui viennent même malades sur ce plateau. Ça nous touche énormément. Beaucoup de courage à vous et bon rétablissement, Luc Michel. Depuis plusieurs mois, il vient, malgré les difficultés sanitaires. Fabrice Béor, c'est votre minute. Je vais pas paraphraser, mais je vais compléter ou remettre une couche à la rigueur sur ce que Luc vient de dire. Si certains aussi rationalistes que moi peuvent voir la chose, je pense que ceux qui ont la foi peuvent le comprendre, à savoir que ce pays, la Centrafrique, n'a jamais porté aussi bien son nom qu'aujourd'hui et dans la place qu'elle va prendre dans l'histoire de l'Afrique, de la seconde libération de l'Afrique, allons-nous dire. Et en cela, oui, effectivement, ce qui se passe en Centrafrique, c'est-à-dire la restauration de l'État, la restauration de sa souveraineté territoriale, sa pacification et le début d'une réconciliation, je pense, nationale pour un développement autocentré du pays, cela ne peut être qu'un modèle. Et c'est ce modèle-là, je pense, qu'il faut supporter pour l'Afrique. Et moi, en tant que Français, mais habitant en Russie, en tant que patriote de la très grande Europe, de l'Eurasie, de Vladivostok à Dublin, je me reconnais dans ce combat en tant que néo-eurasiste et aussi en tant que néo-panafricain. Je me reconnais dans ce combat et je trouve que c'est la parfaite, et je terminerai sur ça, c'est le parfait exemple, le parfait
parfait exemple, oui, de cet axe Eurasie-Afrique pour lequel Luc et moi-même travaillons depuis plusieurs années. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons ici, là, un levier formidable pour commencer, pour que l'Afrique commence à retrouver sa liberté et sa souveraineté sur tout le continent. Infiniment pour l'engagement, Fabrice Béor. Docteur Bassilican, c'est votre minute. Oui, on ne peut que se réjouir de ce que cette fois-ci, l'Afrique n'est plus seule face à des rapaces. L'Afrique a avec elle quelques alliés à la condition que les Africains sachent préserver leurs intérêts. Il ne s'agit pas de passer, comme disait Bandakani tout à l'heure, du maître A au maître B. Il ne s'agit même pas d'avoir 2 maîtres. Il s'agit de s'émanciper et de devenir son propre maître. Et je crois que Centrafrique est précisément le lieu par lequel cette longue histoire de libération de l'Afrique va commencer. Et nous devons tous appuyer le président Touadéra. Nous devons tous être derrière les Centrafricains qui eux-mêmes ne doivent pas oublier qu'ils ont autour d'eux des États frères. Parce que tous ces rebelles que l'on pourchasse, ils vont sortir de Centrafrique ou se faire arrêter. Pour éviter de se faire arrêter, ils vont sortir et aller chez les voisins. Eh bien, c'est le moment pour l'État centrafricain d'alerter ses frères, les pays frères de ses frontières, pour dire un danger n'est pas un danger pour le pays A plutôt que pour le pays B. Mettons-nous ensemble et neutralisons de façon définitive ce virus qui nous maintient dans la misère et le sous-développement, afin que, unis à d'autres qui sont déjà développés, nous puissions nous-mêmes accéder au développement économique et au bien-être matériel auquel tout homme a droit d'accéder et d'aspirer. Merci, docteur Bassilican. Président Bandakani. Bachi, j'ai une émotion particulière quand je vois les évolutions en Centrafrique. Vous vous souvenez au début ici, cette affaire, comment nous avons crié, on criait ici, on a prophétisé, permettez-moi l'expression, tout à l'heure, mon ami Fabrice Béor a convoqué la foi, donc on a prophétisé, et aujourd'hui, Bachi, je vois ça avec beaucoup d'émotion. Quand je vois Luc Michel, je vois comment la Centrafrique est en train de se mettre debout. Et j'ai beaucoup d'amis en Centrafrique qui m'écoutent, ils savent de quoi nous parlons. Bachi, je pense à l'honorable Pampali. Oui, Pampali, s'il nous écoute là, je le salue. J'espère qu'il va bien. Oui, ça fait pleurer. C'est-à-dire, c'est très encourageant. C'est encourageant. Tout à l'heure, Junja avait fait une excellente analyse de la situation centrafricaine. Il a convoqué Mekaswa, Tchangaï, Dologele, n'est-ce pas? Voilà, Ziguele. Bon, Ziguele fait semblant d'être avec le président, fait semblant, c'est bien, nous observons, mais c'est la cellule dormante politique de Paris. On l'a dit ça tous les jours, maintenant les choses sont claires. Mais mon frère Jules Diaby, tu veux que ces gens fassent quoi? Puisque leur support est en train de tomber, ce qui signifie que leur chute politique est dans la perspective, est clair. Parce que ces gens-là, ils vont parler d'où? C'est une classe politique à balayer. Il ne faut pas avoir peur du mot. Il faut les balayer de Centrafrique. Mekaswa, tout ça. Il faut les balayer, les Dologele, qui ont vendu leur pays à la France, n'est-ce pas? Il faut les balayer. Et c'est le chant du cygne, là, Jules. C'est le chant du cygne. Donc vraiment, il y a là simplement la preuve du parisianisme politique de ces gens-là. Ils sont plus parisiens que centrafricains. Et maintenant, le pays se relève. Ils n'ont pas été fabriqués. Ils n'ont jamais conçu dans leur tête que la Centrafrique pouvait se relever. C'est de cela qu'il s'agit, Bachir. C'est-à-dire que Dologele, Mekaswa, Tchangaï, celui-là, alors vraiment, celui-là, alors, ça ne vaut même pas la peine. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pensé dans leur tête un jour que la Centrafrique pouvait se relever. Ils savaient que la vocation de la Centrafrique, c'est d'être le marchepied de la France. Et du coup, il fallait se positionner toujours à Paris pour être l'heureux dans un océan de misère et faire du mercenariat politique. Comment voulez-vous que des gens qui n'ont pas pensé la renaissance de leur pays puissent comprendre quelque chose à cette renaissance, Bachir? Ils ne peuvent pas comprendre. Donc ils vont aller s'aligner toujours sur des voyous comme Abaka, vous l'appelez qui?
Sabon. Voilà, voilà le chef, voilà le leader. Un homme politique digne de son nom peut aller s'asseoir à Bakar. De toute façon, vous faites quoi avec il n'est que porte-parole du. Il est porte-parole de quoi? CPC. Bon, voilà, Bachir, la semaine dernière, j'étais ici avec vous. Nous avons interpellé le maréchal. Là, je suis en train de chuter, souvenez-vous. Le maréchal, non, on l'a pas interpellé. C'est prétentieux. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants du maréchal ont pleuré ici. Nous avons dit, papa maréchal, regarde cette affaire. Mais ça m'a pas fait une semaine, Bachir. Vous voyez comment le maréchal a stoppé une cargaison d'armes. Ça venait d'où? En pointillé. Vous ne pouvez pas parler, il n'y a pas de pointillé. Ouais. Ça venait d'où? Moi, je les laisse en pointillé. Non, ça venait d'où? D'une sous-chambre de Bakar. Hein, ça circule là comme ça. Ils ont des souterrains là-bas. Ça passe comme ça. Là. Ça vient d'où? Qui arme les rebelles? Ça vient d'où? Vous voyez? On trouvera des réponses à cela dans les jours à venir. Vous voulez que je parle? Le temps, je suis obligé de vous retirer la parole, tout simplement. Je ne parle plus du bien des dames. Je tombe dedans que... Mais vous voyez comment les choses sont claires. Oui. Les gens ont couru très vite. On court très vite parce qu'on ne comprend pas les meilleurs souvent de la géopolitique pour dire que non, hein, Déby ne joue pas franc jeu, le maréchal ne joue pas franc. Non, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment, n'est-ce pas? Il y a des résultats. Il y a des résultats. Merci, Bachir. Merci, président Bandakani. Kotazo Jules Diawé, c'est vous qui concluez. Oui, mon frère Bachir. Le frère Bandakani a dit quelque chose de très pertinent. Lorsque les peuples pleurent, ces peuples qui ont élu les dirigeants au suffrage universel, lorsque ces peuples pleurent, les dirigeants se doivent d'écouter les cris et les pleurs du peuple et d'agir. C'est ce qui s'est passé à N'Djamena cette semaine. Mais est-ce qu'on va se limiter à N'Djamena? J'ai toujours convoqué la solidarité sous-régionale. Ce que le maréchal Déby vient de faire est un acte, est une preuve, une ultime preuve de ce que si les gens se mettent ensemble, sans ego, sans hypocrisie, on atteint des résultats satisfaisants. Oui. Satisfaisants. Nous demandons au maréchal de ne pas s'arrêter, d'être vigilant, d'être encore plus vigilant. Parce que maintenant que les forces exogènes savent que lui, il a commencé à s'attaquer aux forces endogènes, les forces exogènes vont lui créer beaucoup de problèmes. Le président Déby aura beaucoup de difficultés politiques dans les jours à venir. Parce qu'il a commencé à poser des actes réels, factuels, qui empêchent l'écoulement de la RCA. Parce que, en stoppant les armes, en interceptant cette livraison d'armes, cette cargaison d'armes, il vient d'empêcher que le sang continue de couler en Centrafrique. Et les forces exogènes qui sont tapis dans l'homme, qui sont à la manette, qui tiennent les manœuvres de cette stratégie, de cette manipulation, vont s'attaquer à lui dans les jours à venir. Ces forces-là vont s'attaquer au maréchal Déby. Il faudrait donc que le peuple tchadien, que la jeunesse tchadienne, que les populations tchadiennes restent en éveil. Qu'elles se mettent en éveil comme le peuple centrafricain l'est aujourd'hui. Que les populations du Tchad restent debout comme le peuple centrafricain aujourd'hui. Debout derrière les FACA et les forces alliées pour traquer le mal. Je demande à la jeunesse du Tchad de rester vigilant, de traquer Abaka Sabon sur toute l'étendue du territoire tchadien. Une fois que Sabon aura satisfait ses maîtres en Centrafrique, il va se retourner contre le Tchad. Il va semer la mort au Tchad. Il va tuer les jeunes tchadiens. Il va tuer les femmes au Tchad, comme ils ont fait en Centrafrique. Le temps est au réveil. Que la jeunesse du Tchad prenne ses responsabilités et qu'elle travaille en synergie avec la jeunesse de Centrafrique pour traquer le mal, pour traquer les Bozizé, pour traquer les Abaka Sabon,
pour traquer les Ali Darassa. C'est des mercenaires qui ne sèmeront que la mort sur le continent et dans la sous-région. Je demande à ce peuple d'être debout autour de ces institutions. Parce que si les institutions tchadiennes sont fortes, elles vont renforcer la veille sur la ligne frontalière. Et les armes ne pourront plus passer en Centrafrique pour tuer les enfants, pour tuer les femmes, pour tuer les jeunes. Vive l'Afrique, vive la CEMAC, vive le maréchal Déby, vive le président Touadéra. Merci Bachir. Allez, merci à vous, très cher Jules Ndiaye. La Russie montre de plus en plus sa volonté de renforcer son engagement militaire en République centrafricaine, en faisant désormais intervenir son aviation. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.